La séance d'information concerne l'appel de projet à deux volets. Donc, les volets accès à la culture et médiation culturelle et le volet animation et mise en valeur du patrimoine. Donc, les deux volets sont inclus dans le même appel de projet. Ils ont la même date limite de dépôt qui est le 1er octobre. Je l'ai déjà mentionné, la séance d'information est enregistrée. Donc, je me présente, je suis Odile Gauvin, je suis l'agente au développement culturel et aux communications à la MRC du Richelieu. Je suis entrée en poste là, au printemps. C'est un nouveau poste à la MRC. Il n'y avait pas d'agent de développement dédié là, au milieu culturel, donc c'est nouveau. Et fait partie aussi là, de la séance et présente Mme Emmanuelle Gay, qui est conseillère au développement culturel à la direction de la Montérégie pour le ministère de la Culture et des Communications. Donc, si vous avez des questions là, qui touchent vos projets, l'admissibilité des projets ou certaines particularités des volets, là, la médiation, le patrimoine, Mme Gay pourra répondre aux questions. Ah, c'est quand je fais ça que ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, la structure là, de la séance d'information, le contenu, je vais vous faire une petite mise en contexte au début. Je vais vous expliquer l'échéancier de cet appel de projet. Ensuite, je vais passer du temps pour vous expliquer comment déposer un projet. Je vais donner des détails sur l'aide financière là, comme telle. On va présenter chacun des deux volets, donc les objectifs ciblés pour chacun des volets de l'appel de projet. Et j'ai mentionné période de questions à la fin, mais comme on est un tout petit groupe, si vous avez des questions là, durant la présentation, n'hésitez pas là, à les poser immédiatement. Là, on pourra répondre facilement. Donc, pour vous mettre en contexte, la dernière politique culturelle qui a été adoptée à la MRC du Richelieu l'a été en 2022. Elle couvre la période 2021-2031. Suite à l'adoption de la politique culturelle, il y a eu les travaux du comité culturel qui ont concocté un plan d'action pour la période 2023-2027. Donc, le fait d'avoir une politique culturelle nous permet de signer des ententes de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCC. Présentement, on a deux ententes de développement qui sont en cours. On a l'entente de développement pour la période 2021-2023 qui a été prolongée d'une année pour l'année 2024. Et parallèlement, il y a aussi une entente de développement qui a été signée pour l'année 2024. Donc, en ce qui concerne l'appel de projet dont on parle aujourd'hui, il reste des fonds à écouler de l'entente 21-23. Donc, c'est ces fonds-là qui vont être priorisés là, pour l'appel de projet. Et au besoin, on dispose aussi d'une enveloppe de l'entente de développement 2024. La particularité avec le budget qui reste là, de l'entente 21-23, c'est qu'on avait une portion là, du budget qui venait du ministère qui était dédiée à la clientèle aînée. Donc, c'est pour ça qu'on a dans cet appel de projet-ci un objectif là, qui cible la clientèle aînée. Donc, si le projet s'adresse à une clientèle aînée, bien, ça donne un petit peu plus là, de points dans la pondération, dans l'évaluation des projets. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà pour le contexte. Ce qui nous amène à parler de l'échéancier. Considérant là, qu'on doit écouler et finaliser l'entente 21-23 et que l'entente 24 avait été signée pour une seule année, pour l'année 24. Donc, c'est ça qui fait que notre échéancier est serré. Hein? Notre date limite de dépôt est le 1er octobre 2024.
à midi. Et on va faire notre possible là, pour rendre la décision, là, donner une réponse aux demandeurs là, dès la mi-octobre pour que les projets puissent se réaliser le plus rapidement possible. Les projets doivent être réalisés au plus tard le 28 février 2025 et la reddition de compte qui est due à la MRC là, à la fin de votre projet doit être livrée. On préfère là, dans les 30 jours suivant la fin du projet, mais comme l'échéancier est plutôt serré, on a mis la date limite le 10 mars. Parce que nous, ensuite, on doit aussi faire notre propre reddition de compte et le délai va être serré. Donc, la date à retenir, c'est le 1er octobre à midi. Pour déposer un projet, en fait, les projets qui sont admissibles doivent tout d'abord respecter les objectifs là, du volet qui est ciblé. Donc, soit les objectifs du volet accès à la culture, médiation culturelle, ou le volet animation et mise en valeur du patrimoine. On y reviendra un petit peu plus tard là, quand on va parler de chacun des volets. Ensuite, les projets doivent être structurants, des projets qui ont le potentiel de laisser une marque en faisant rayonner le milieu culturel du Haut-Richelieu à l'intérieur de ses limites, mais ça peut être aussi à l'extérieur des limites du Haut-Richelieu. Et puis, ça, c'est des questions, en fait, qui sont posées dans le formulaire de demande, là. Donc, on va vous demander considérez-vous que votre projet soit structurant, puis on vous demande de démontrer là, comment il pourra laisser une marque, comment il pourra faire rayonner le milieu culturel du Haut-Richelieu. Les projets développés en concertation et en partenariat avec la communauté sont évidemment admissibles et, je vous dirais, favorisés. On y reviendra plus tard là, dans la grille d'évaluation des projets, la pondération là, qui est donnée au partenariat. Ça compte là, dans l'évaluation des projets. Les projets qui démontrent aussi une certaine diversification du financement. Il y a une évaluation là-dessus. Et puis, considérant là, les objectifs de l'entente de développement 21-23, bien, les projets qui s'adressent à une clientèle aînée là, peuvent être un peu plus favorisés. Donc, les projets qui ne sont pas admissibles, c'est tout ce qui concerne le fonctionnement ou les activités régulières d'un organisme. Les projets qui ne respectent pas la réglementation, les lois en vigueur, qui vont à l'encontre des notions de respect de l'environnement, développement durable. Les projets qui sont déjà ciblés, qui reçoivent déjà une aide financière dans l'entente de développement ne sont pas admissibles. Et les projets qui ne s'inscrivent pas dans un secteur d'intervention du MCC ou qui ne cadrent pas avec les balises du programme là, duquel découle l'entente de développement culturel, là, qui est le programme Aide aux initiatives de partenariat du MCC. Si vous voulez plus de détails là, sur le programme ou les secteurs d'intervention du MCC, c'est facilement trouvable en ligne, ou moi, je peux vous envoyer des liens, ou Mme Gay pourra répondre à vos questions. En ce qui concerne les demandeurs admissibles, de façon prioritaire, les demandeurs doivent avoir leur siège social sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. C'est possible qu'un organisme qui vienne de l'extérieur de la région collabore ou soit partenaire, mais le demandeur doit être du Haut-Richelieu. Donc, les organismes et ou les coopératives à but non lucratif dûment constituées sont admissibles. Les groupes œuvrant en développement communautaire et ou en culture. Les municipalités, institutions scolaires ou institutions publiques sont admissibles. Et là, je vais préciser en fait tout de suite là, que ça peut représenter un atout pour les municipalités ou les institutions
monter leur projet en partenariat avec un organisme culturel. Et puis, je vais revenir sur le groupe, le type de demandeur précédent. Là, les groupes œuvrant en développement communautaire et ou en culture. En fait, en développement communautaire, ça représente vraiment un atout là, si ils montent leur projet avec un organisme ou un professionnel du milieu de la culture. Le dernier type de demandeurs admissibles sont les artistes professionnels ou en voie de le devenir et ou un professionnel du patrimoine. Et encore là, les organismes qui œuvrent auprès de la clientèle aînée, s'ils déposent un projet dans le volet médiation culturelle, bien là, il y a la pondération là, du critère d'évaluation qui sera favorable. Donc, lors du dépôt du projet, les documents à fournir, il y a des documents obligatoires pour tous les types de demandeurs. Donc, c'est principalement le formulaire qui est fourni en format Word, qui est accessible en ligne sur le site web de la MRC. Le formulaire est différent selon le volet qui est ciblé. Donc, le formulaire doit être rempli et signé. Il comprend un échéancier et les prévisions budgétaires. Donc, toutes les sections là, du formulaire doivent être complétées. Un autre document obligatoire à fournir est la résolution ou la lettre officielle du demandeur. Et cette résolution-là doit contenir des informations. Donc, c'est mentionné, on fournit un modèle de résolution là, dans la documentation relative à l'appel de projet disponible sur le site Web. Donc, la résolution ou la lettre officielle du demandeur doit contenir le titre du projet, le montant qui est demandé à la MRC, le nom de la personne mandataire. En fait, c'est le nom de la personne qui va être signataire du protocole d'entente avec la MRC. La résolution doit aussi mentionner l'engagement du demandeur à réaliser le projet et à fournir là, sa contribution financière au minimum de 5 et son engagement aussi là, à donner de la visibilité aux partenaires de l'entente de développement culturel. Il y a une bannière graphique là, qui est fournie avec la signature du protocole d'entente. Donc, ça, c'est la résolution ou la lettre du demandeur. Si vous avez des partenaires qui sont confirmés, on vous demande de fournir des copies des lettres d'appui. Si le projet inclut un artiste ou un professionnel, ben, en fait, on veut en savoir plus sur cette personne-là, sur sa démarche, fournir un curriculum vitae ou une démarche artistique là, pour en connaître davantage sur cet artiste ou ce professionnel. Et puis, en fait, tout autre document pertinent là, qui va permettre de mieux comprendre c'est quoi votre projet, c'est quoi les objectifs, les retombées sur la communauté, si vous avez des soumissions ou des offres de services pour venir appuyer vos prévisions budgétaires, là, c'est vraiment favorable. Et pour ce qui est des organismes ou coopératives à but non lucratif, il y a des documents supplémentaires à fournir, qui sont en fait les documents qui prouvent que vous êtes dûment constitué. Donc, la copie des lettres patentes, la copie des règlements généraux datés et signés, et la liste des administrateurs, puis une copie des états financiers qui ont été adoptés à la dernière Assemblée générale annuelle. Donc, voilà, toute la documentation là, dont je vous ai parlé, là, le formulaire, les modèles sont disponibles en ligne sur le site de la MRC. Pour déposer un projet, on vous demande de transmettre à la MRC le projet en 2 formats. Donc, premièrement, une copie numérique au courriel info@mrchr.qc.ca. Et également, là, de façon complémentaire, on souhaite recevoir aussi là, un dépôt de projet papier. Donc, il peut être posté ou déposé en personne là, directement au bureau de la MRC le 1er octobre avant midi.
pour ce qui est de l'aide financière, donc à l'intérieur même du formulaire, je vous ai fait une petite capture d'écran là, pour la grille. Les prévisions budgétaires, là, on préfère qu'elles soient présentées dans cette grille. Si vous pouvez fournir une annexe là, pour détailler aux besoins ou si vous devez ajouter des lignes, etc. Les prévisions budgétaires doivent être équilibrées, donc les revenus doivent équivaloir aux dépenses. Le montant de l'aide financière qui est demandé à la MRC doit être précisé dans ce tableau-là, à la presque dernière ligne. Il doit aussi être précisé dans le paragraphe là, qui suit le tableau dans le formulaire et il doit être précisé aussi dans la lettre du demandeur. Donc, ça fait beaucoup d'endroits à penser pour mettre le montant demandé. Je rappelle que la mise de fonds du demandeur doit représenter un minimum de 5 des coûts du projet. Donc, on vous demande, là, c'est ça, dans la grille des prévisions budgétaires, là, de détailler le pourcentage là, de chaque source de financement. Donc, si vous avez des partenaires, ils viennent, vous devez les inclure là, et les calculer dans le pourcentage. La valeur économique du bénévolat doit être indiquée. Elle n'est pas comptabilisée là, de façon monétaire, mais elle vient un peu appuyer là, votre projet dans tout ce qui est retombé sur la communauté, implication de la communauté. Si vous avez besoin d'aide pour calculer la valeur monétaire du temps donné, il existe là, sur le portail des gestionnaires d'organismes et de bénévoles de l'Observatoire québécois du loisir un guide là, pour calculer. En fait, c'est de calculer le nombre d'heures qui sont données, y attribuer un taux horaire et ça nous donne une valeur monétaire au bénévolat. Donc, pour ce qui est des dépenses admissibles, en fait, c'est principalement là, ce qui est listé dans la grille des prévisions budgétaires. Donc, ça concerne les cachets et droits d'artistes, les ressources humaines temporaires là, qui sont dédiées au projet, donc les animateurs, les médiateurs qui vont animer des activités, les honoraires professionnels, l'achat ou la location là, de matériel ou d'équipements culturels durables et permanents. La promotion et la diffusion de votre projet, donc ces dépenses-là sont admissibles. Et tout autre coût raisonnable qui sont nécessaires là, à la réalisation du projet. On accepte aussi des frais de coordination et d'administration du projet, et non pas de l'organisme, mais vraiment du projet pour un maximum de 15 %. Donc, pour ce qui est des dépenses qui sont non admissibles, donc c'est les dépenses qui sont engagées avant le dépôt du projet. Donc, tout ce qui est engagé avant le 1er octobre ne sera pas admissible. Si votre projet est soutenu et que vous avez engagé des dépenses après le 1er octobre, ça sera admissible. Tout ce qui concerne le roulement et le fonctionnement normal de l'organisme n'est pas accepté. Le financement d'une dette ou le remboursement d'un emprunt à long terme n'est pas accepté. Et les projets récurrents. Les projets récurrents, en fait, c'est si votre projet a déjà été soutenu par le passé et que vous présentez le même projet, là, sans aspect de nouveauté, ça sera pas admissible. C'est important de démontrer là, ce qui est différent, ce qui le différencie là, du projet que vous avez déposé précédemment. Donc, dans une perspective aussi ça peut être vu dans une perspective de structuration, là, donc de moduler, ça peut être une deuxième phase, mais c'est de rendre de démontrer que c'est différent. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, ensuite, si votre projet est retenu et qu'il est soutenu, nous signerons un protocole d'entente, donc une convention entre la MRC et l'organisme, ou en fait le demandeur. Et la subvention accordée, elle est versée en 2 temps. Donc, en 75 % à la signature de la convention, donc dès cet automne, et 25 % après analyse de la reddition de compte qui sera transmis à la MRC. Donc, ce 25 % -là dépendra là, du moment que votre projet est réalisé
puis du moment où nous, à la MRC, on reçoit votre reddition de compte. À titre informatif, là, la reddition de compte, elle contient un rapport final sous forme de questionnaire, un peu comme le formulaire que vous allez remplir là, au moment de la demande, qui est on a un modèle là, à vous fournir, le bilan financier de votre projet et on demande aussi une liste là, des pièces justificatives, donc une trace là, des factures, des chèques, etc., pour venir appuyer là, le bilan financier. Dans le protocole d'entente, il y a une clause, en fait, puis en tant que demandeur, vous vous engagez là, à donner de la visibilité aux partenaires de l'entente de développement culturel. Donc, c'est la bannière graphique qui est à utiliser dans vos communications. Si vous parlez du projet là, plus sous forme de rédaction d'un texte, ben, il y a un petit libellé là, qu'on vous suggère d'utiliser. On y inclut la corporation du Fort Saint-Jean puisque la corporation a contribué à l'entente de développement 21-23. Donc, on demande de nommer la corporation du Fort Saint-Jean à ce moment-là. Idéalement, les visuels qui contiennent la bannière graphique doivent être validés auprès du ministère. Donc, à ce moment-là, vous pouvez nous faire parvenir à la MRC vos visuels et puis nous, on les fera valider. Donc, il y a peut-être un petit délai à prévoir de ce côté-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les fichiers modèles, j'en ai parlé. Donc, voilà. Est-ce que pour le moment, il y a des questions? Ça conclut la première portion de la présentation. On passera à la présentation des volets ensuite. Oui, Nathalie. Je cherche la main, mais bon. C'est correct. On est un petit groupe, on peut y aller visuellement. Est-ce que j'ai vu tantôt dans ta capture d'écran par rapport au budget que c'est maximum 7 000 $ qu'on peut demander? En fait, pour la médiation culturelle, le premier volet, là, accès à la culture et ou médiation culturelle, le maximum est de 7 000 $. OK. Pour le volet patrimoine, le maximum est à 10 000 $. OK, parfait. Donc là, on va en parler là, de façon plus précise pour chacun des volets. Donc, le premier volet qui est accès à la culture et médiation culturelle. En fait, qu'est-ce que la médiation culturelle? C'est rapidement là, un processus de mise en relation, de là la médiation, entre les sphères culturelles et sociales. C'est vraiment un espace de rencontre et d'échange, créer des liens entre les créateurs, les œuvres et les citoyens. Puis, de plus, là, pour faire, idéalement, on fait participer aussi les citoyens pour qu'ils deviennent un acteur culturel eux-mêmes. J'ai ajouté la précision pour la clientèle aînée. En fait, ça concerne les personnes de 55 ans et plus dans le cadre de ce programme-là. Plus globalement, là, ce volet-là, on parle de médiation culturelle, mais il s'appelle aussi accès à la culture. Donc, rendre accessible la culture au public les plus larges, c'est le principal objectif. Les sous-objectifs là, qui sont ceux de la médiation culturelle. Il y a aussi le dernier objectif là, qui est de créer des ponts entre le secteur culturel et d'autres secteurs. Je ne sais pas, Emmanuel Gay, si tu avais quelque chose à ajouter, des précisions à apporter sur qu'est-ce que la médiation culturelle? Ben, en fait, non, mais si je peux peut-être juste donner un exemple concret, parce que je sais que tu en as plus loin, mais la nuance entre la médiation culturelle et l'accès à la culture. Par exemple, on offre des projections d'œuvres cinématographiques québécoises. Donc, on rend accessible la culture.
Ça, c'est le volet accès culture. Mais si j'offre cette projection-là, mais que juste avant, j'offre une rencontre avec un des comédiens du film qui vient présenter son approche ou avec le réalisateur du film qui vient présenter son approche, ben là, on est dans la médiation. Donc, l'accès peut vivre tout seul, si on veut. Là, le citoyen se rend à la bibliothèque, il se rend voir un spectacle, ça vit tout seul. La médiation, c'est vraiment la rencontre, comme tu l'as précisé, Odile. Donc, c'est tout, mais sinon, ça l'expliquait très bien ce que c'est. Merci. Merci. Merci de l'exemple. Donc, en fait, j'ai mis ici là, la grille d'évaluation qui sera utilisée par le comité de sélection pour évaluer les projets. J'y précise là, le montant maximal de l'aide financière qui est de 7 000 je précise aussi la note de passage, en fait, des projets qui n'obtiennent pas un minimum de 70 points sont automatiquement là, retirés, ne pourront pas être soutenus. Donc, dans les critères d'évaluation, on a le respect des objectifs du volet accès à la culture et médiation culturelle. On a 25 pour les objectifs, 20 pour la cohérence avec les axes prioritaires là, de la politique culturelle 21-31. On a 20 pour la pertinence, faisabilité et appréciation générale du projet. 10 pour les retombées sur la communauté, les partenariats et les appuis et la diversification du financement. Et pour le volet accès à la culture, médiation culturelle, on a un 5 là, qui est pour la clientèle aînée. De l'intérêt, en fait, là, que l'activité proposée là, peut susciter pour la clientèle aînée. Donc, dans la préparation là, de la présentation, je souhaitais donner des exemples de projets et je suis tombée sur une ressource que je ne connaissais pas, qui est le portail médiation culturelle de la Ville de Montréal, sur lequel est listé là, tous les projets de médiation culturelle qui ont été réalisés dans les dernières années. Donc, pour susciter l'inspiration, c'est vraiment une belle mine d'informations. J'en ai présenté 2 ici. Le premier, musique et électronique à la portée de la main, c'est un projet de médiation culturelle axé sur la culture numérique. Et puis, je voulais le présenter parce qu'il s'adressait à une clientèle aînée. Et le deuxième projet, c'est Création Monstre, qui était une résidence d'artistes dans une maison de la culture dans la ville de Montréal. Et puis, j'ai donné cet exemple, j'ai choisi cet exemple-là parce qu'il y avait la portion de complémentarité là, du secteur culturel et d'un secteur plus social, puisque le projet impliquait là, des jeunes qui étaient sous la direction de la protection de la jeunesse. Donc, ça conclut ma présentation pour le volet médiation culturelle, accès à la culture. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce volet-là. Sinon, on poursuit avec le volet patrimoine. En fait, animation et mise en valeur du patrimoine. Et les objectifs du volet, il y en a 4. On demande que le projet doit rencontrer au moins 2 de ces objectifs-là. Donc, on a l'animation du patrimoine, qui est en fait le fait de rendre vivant, rendre accessible le patrimoine pour mieux le diffuser. On a l'objectif de découvrabilité, qui est en fait plus un aspect peut-être lié là, à la culture numérique, là, mais qui est en fait qu'on pourrait décrire comme la facilité avec laquelle le public peut découvrir ou peut accéder aux informations relatives au patrimoine. Le troisième objectif est la protection du patrimoine, donc qui a pour but de préserver ou de sauvegarder l'héritage culturel là, pour favoriser la transmission. Ça peut passer notamment par l'attribution d'un statut légal ou une désignation. Et puis, le dernier objectif qui est la mise en valeur.
qui est en fait de simplement faire connaître le patrimoine. On vous demande dans le formulaire de demande de cibler, en fait, quel type de patrimoine sera impliqué dans votre projet. Donc, rapidement, là, sur les différents types de patrimoine, on a le patrimoine immatériel qui concerne tout ce qui est savoir-faire, connaissance, expression, pratique, donc tout ce qui est moins tangible. On a les paysages culturels patrimoniaux, en fait, qui est pour mettre en valeur un territoire ou des caractéristiques paysagères remarquables. On a le type de patrimoine qui concerne les personnages, les événements et lieux historiques, donc des personnes qui ont réellement existé, des événements et des lieux significatifs pour l'histoire du Québec, du territoire. On a le patrimoine mobilier, donc tout ce qui concerne les documents, les photos, les manuscrits, des objets, des collections, fonds d'archives, etc. Le patrimoine immobilier qui concerne plutôt les immeubles, les maisons, les structures comme des ponts, des granges, tout ce qui est d'une construction, en fait. Et on a aussi le patrimoine archéologique, donc les biens et les sites archéologiques, les vestiges matériels du passé. Donc, on vous demande de préciser là, dans votre formulaire quel type de patrimoine est ciblé. Pour l'aide financière du volet patrimoine, c'est un maximum de 10 000 par projet. Encore une fois, on a la note de passage. Là, un projet qui ne récolterait pas 70 points serait éliminé. Et pour ce qui est de la pondération, c'est un petit peu différent là, de l'autre volet tout à l'heure. Donc, le respect des objectifs est fixé à 30 %, la cohérence avec la politique culturelle à 20 %, pertinence, faisabilité, appréciation générale à 20 % et puis 10 % pour les 3 derniers critères d'évaluation qui sont les retombées sur la communauté, les partenariats et les appuis qui contribuent au projet et la diversification du financement. Je voulais aussi donner des exemples d'animation de mise en valeur du patrimoine. En fait, l'appel de projet présentement couvre les mois de l'automne et de l'hiver. Donc, ça couvre la période du temps des fêtes, qui peut être une période durant laquelle tout ce qui est tradition, c'est plus important. Donc, que les traditions soient musicales, dansantes avec les veillées traditionnelles ou les traditions culinaires, les recettes de nos grands-mères, qu'elles prennent la forme de techniques artisanales, de métiers, de savoir-faire ancestraux qui sont mis en valeur durant les événements tels que les marchés de Noël. Donc, on considère que le temps des fêtes peut être une occasion idéale pour faire des démonstrations, tenir des expositions ou même offrir des ateliers découvertes pour mettre en valeur le patrimoine. Et puis, comme l'appel de projet couvre les mois hivernaux, ça peut être un bon moment là, pour se pencher, pour faire des recherches, pour éventuellement construire un circuit. Donc, chaque localité a évolué là, grâce à des personnes dévouées, des familles impliquées qui ont marqué l'histoire. Donc, connaissez-vous bien là, les personnages ou les familles importantes de votre localité, de votre communauté? Où est-ce qu'ils ont habité? Est-ce qu'ils sont regroupés dans le noyau villageois? Donc, la création d'un circuit permettrait de les mettre en valeur. Ensuite, comme on parle de partenariat dans cet appel de projet, en fait, je voulais vous présenter quelques sources, quelques endroits où on peut chercher un partenaire. Donc, il y a le portail culturel du Haut-Richelieu qui s'appelle maculture.ca qui regroupe des organismes, des écoles, des groupes de formation, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'informations sur ce portail. Il y a aussi les membres du comité culturel du Haut-Richelieu
qui est un comité composé là, d'organismes et d'artistes aussi, d'artistes professionnels. Donc, prendre contact avec le comité culturel. Si vous avez besoin de prendre contact avec des gens que vous n'avez pas les coordonnées, gênez-vous pas là, pour passer par mon intermédiaire. Là, je pourrais vous mettre en lien avec les personnes ou les organismes. Donc, pensez aux organismes, aux groupes locaux, aux sociétés d'histoire. Des fois, on cherche des artistes, puis on ne sait pas par quelle façon les trouver. Bien, on peut faire des recherches. Là, dans le Haut-Richelieu, on a la soirée Essor, qui est notre soirée de reconnaissance là, des acteurs du milieu culturel qui a lieu en janvier à chaque année. Donc, on y donne 4 ou 5 prix à chaque année depuis environ, en janvier dernier, c'est la 17e édition. Donc, si vous cherchez un artiste, là, il y a les récipiendaires de ces prix-là. Il y a aussi Culture Montérégie qui donne des prix à chaque année. Donc, ça peut être des façons là, de trouver des artistes locaux. Ensuite, si vous connaissez des artistes de votre communauté ou même des citoyens qui ont un profil artistique, là, c'est le moment de les mettre à profit. Les cercles de fermières, il y en a beaucoup dans la région. Donc, dans presque chaque localité, il y a un cercle de fermières. En dehors du Haut-Richelieu, il y a aussi Culture Montérégie qui a un répertoire en ligne. Le répertoire Culture-Éducation qui contient déjà une banque d'artistes là, qui ont déjà une offre de service, en fait, là, pour des activités qui visent un jeune public. Donc, ça peut être intéressant de fouiller de ce côté-là. Si on fouille dans les éditions précédentes des Journées de la culture, on peut trouver des organisateurs, on peut trouver aussi des idées de projets, d'activités. Il y a le Conseil des métiers d'art du Québec qui a un répertoire, le Conseil québécois du patrimoine vivant et l'organisme Métiers et Traditions qui ont un super projet là, présentement, qui vont visiter le Richelieu, en fait, cette année, avec le projet Sur la route. Donc, sur leur site Internet, ils ont un répertoire d'artisans. Métiers et Traditions, c'est un regroupement, c'est un organisme là, qui vise la promotion des savoir-faire et des métiers anciens. Donc, si vous cherchez des gens qui pratiquent la technique du fléché pour une démonstration dans un marché de Noël, vous allez retrouver des artistes flécheurs chez Métiers et Traditions. Donc, et puis aussi le portail de la Ville de Montréal, le portail Médiation culturelle là, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui peut être un bel endroit là, pour trouver des artistes ou des idées de projets. Comme source d'inspiration, pour mieux connaître notre patrimoine à la MRC, il y a 2 documents qui ont été publiés dans les dernières années. Mais en fait, l'inventaire des croix de chemin et des calvaires a été publié en 2022. Et puis, il y a eu une analyse historique du territoire qui a été faite, publiée en 2023. Donc, c'est 2 documents là, qui sont disponibles en ligne, mais qui peuvent être un peu difficiles à trouver. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec moi, puis je vais vous les envoyer ou vous les partager, qui sont des inventaires là, qui ont été faits par des professionnels du patrimoine. Si vous voulez en savoir plus là, sur nos croix de chemin sur le territoire du Richelieu ou l'analyse historique, en fait, là, ça cible des personnages, ça cible des noyaux villageois, ça cible des bâtiments. Donc, ça peut être intéressant là, d'aller regarder ce qui concerne votre communauté, votre localité. Puis, les 3 autres sources d'inspiration, là, j'en ai déjà parlé. Les programmations d'événements, ben, ça peut être d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans notre région, mais ailleurs aussi dans d'autres régions. Donc, voilà, ça conclut la séance d'information d'aujourd'hui. Si vous recherchez la documentation pour l'appel de projet, c'est disponible sur le site web de la MRC. On mettra en ligne prochainement un nouveau site web. Donc, ça se peut que l'adresse ne soit plus politique culturelle, mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver facilement l'information sur le nouveau site web. Il sera beaucoup plus convivial que ce qui est présentement en ligne. Vous pouvez toujours me contacter directement. Vous avez mon adresse courriel ou mon téléphone avec mon poste.
Et puis, j'ai mis des liens dans la présentation là, pour en savoir plus sur la médiation culturelle et le patrimoine culturel du Québec et sur le ministère de la Culture et des Communications. Donc, voilà, pour moi, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions? J'ai une autre question. Oui. Plus par rapport à l'échéancier de réalisation. C'est sûr, quand on a un projet où il y a des activités avec des gens, ça, c'est facile de comprendre que ça se termine à la fin février. Mais si c'est un projet du genre, on fait une recherche pour, je sais pas, comme on avait déjà déposé dans le passé, là, l'inauguration c'est-à-dire un rallye des Patriotes dans l'Eau-Richelieu. Fait qu'on a fait toute la période de recherche, mais on a inauguré juste en été. J'imagine que ça ne marche pas. Il faut comme inaugurer un projet de recherche avant la fin février ou c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est réalisation? Pour ce qui se réaliserait plus tard, c'est une C'est bonne quoi, question. on fait la recherche, on fait la mise en œuvre, mettons qu'on fait un cahier ou qu'on fait une plaque pour un parc qu'on veut, mettons, faire connaître un immeuble patrimonial, puis on fait faire une recherche, on fait une plaque et tout. Mais la plaque, finalement, on la met accessible au public juste, faut-tu la mettre accessible avant la fin février ou comment je pourrais dire ça, tout le 90% du projet a été fait jusqu'à fin février. Ben, dans le fond, la recherche, la plaque, tout ça, mais l'inauguration ou l'accessibilité au public se fait juste à l'été. Est-ce que ça passe? Ben, en fait, c'est sûr que nous, là, l'aide financière, c'est ce qui va couvrir les pièces justificatives qui sont déposées à la reddition de compte. Donc, c'est sûr que s'il y a des dépenses qui surviennent après cette date-là, ils ne pourront pas nécessairement être couvertes là, parce que elle ne sera pas faite, la dépense. Donc, là, vite comme ça serait ma réponse de faut que la dépense ait été faite là, au plus tard, là, le 28 février. Pour ce qui est de la suite des projets, il faudrait voir, je pourrais me renseigner là, quelle forme ça peut prendre là, si le projet se poursuit au-delà de la date limite. Et je pourrais te revenir là, avec une précision là-dessus. OK. Puis si, est-ce que j'ai une autre question parce que j'ai un projet en tête, c'est pour ça. Si c'est un projet qu'on a fait dans le passé, qui a déjà été soutenu, mais que ce même projet-là, on le fait ailleurs, dans un nouveau lieu avec des nouveaux personnages, des nouveaux, comment dire, de la nouvelle histoire, de nouveaux personnages qu'on veut mettre en lumière, est-ce que c'est considéré comme un nouveau projet? En fait, ce qui est pareil, c'est la façon de rendre l'information, de le rendre accessible, mais le sujet est différent. Oui, puis le lieu est différent aussi. Ben, là, encore là, je vais donner un exemple, vu qu'on n'est pas beaucoup, notre Allée des Patriotes, qui avait lieu plus dans le coin de Noyant puis Saint-Paul, puis dans ces coins-là, là, on le ferait peut-être plus du côté d'Iberville. Mais ça serait ça serait le même format, mais avec une toute nouvelle recherche en mettant en mettant en évidence des nouveaux personnages, puis en montrant des lieux patrimoniaux différents de l'autre. Fait que ça serait ça à peu près. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu voudrais répondre à cette question. Ben, avec mon interprétation, pour moi, ça serait du nouveau contenu, étant donné qu'il y a il y a une nouvelle recherche, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes lieux. Fait qu'il y a peut-être une stratégie d'adaptation aussi en fonction des nouveaux lieux, des réflexions à y avoir. Fait que si c'est bien démontré dans le projet que c'est nouveau, peut-être vraiment le préciser dans votre demande, là, qu'est-ce qui est différent pour que ça soit bien clair pour le jury. OK. Tel que présenté, ça m'apparaît du nouveau contenu. OK, parfait, merci.
Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la rencontre. En fait, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. Et puis, c'est ça, je suis ouverte aux commentaires et aux suggestions là, pour tout ce qui concerne l'appel de projet et la séance d'information, comme c'était la première fois là, qu'on en organisait une pour un appel de projet. Donc, n'hésitez pas là, à communiquer avec moi. Puis, si vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre là, d'ici le 1er octobre. J'ai une autre question, tandis qu'elle commence. La prochaine offre de subvention pour à peu près le même type de projet, est-ce que tu sais si c'est quand? En fait, on aura une entente de développement culturel. Là, je m'avance parce que c'est pas, il n'y a pas rien de signé, il n'y a pas rien de sûr. Puis en fait, c'est on attend un peu après le ministère là, pour connaître les modalités de la prochaine entente de développement culturel parce qu'il y en aura, on le souhaite, une là, à partir de 2025. Donc, pour possiblement là, plus d'une année. Là, 2024, en fait, on était limité à une seule année parce que justement, il y avait une révision là, de la mesure du ministère. Donc, il y aura possiblement là, une entente de développement culturel, très possiblement, en fait, parce que le plan d'action de la politique culturelle, là, lui, il en contient beaucoup des actions à réaliser. Là, donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, éventuellement, là, je ne peux pas m'avancer parce qu'il n'y a rien de certain, mais il y aura. Puis, en fait, il y a l'entente de 2024, là, tu sais, que présentement, là, on se parle, puis elle devrait se terminer là, le 31 décembre 2024, mais il y aura peut-être la possibilité là, de la prolonger comme la 21-23 a été prolongée, mais là, peut-être que je m'avance puis que je ne devrais pas. Non, Voilà, ben, non, en fait, il y aura d'autres enveloppes certainement dans les prochains mois, prochaines années. non, tu fais bien d'en parler, Odile. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. En fait, pour la MRC, là, dès que vous êtes prêts, appelez-moi pour que justement on puisse la négocier. Donc, même si on n'a pas tous les détails, l'idée, c'est de se préparer dès maintenant. Mais peut-être juste pour vous informer, là, au niveau de la nuance pour la prochaine entente, ça sera au niveau du patrimoine, là, c'est-à-dire que euh, il n'y aura pas possibilité dans les ententes de développement culturel de soutenir tout ce qui est restauration de patrimoine. On va seulement conserver ce qui est mise en valeur et diffusion du patrimoine. Fait que tout ce qui est des outils de connaissance, les inventaires du patrimoine, par exemple, de la restauration de bâtiments, tout ça va sortir des ententes de développement culturel. Si jamais, des fois, dans les appels de projet, certains soutenaient un peu de restauration de patrimoine, mais tout ça sera plus admissible dans les ententes. Merci. Donc, j'espère, Nathalie, que ça répond à ta question. Ben, parce ça fait partie de notre mission, fait qu'on en veut toujours des projets par rapport au patrimoine, fait que puis des fois, ça prend quand même certains mois à le penser, fait que je la trouve juste un peu rapide, moi, l'échéancier. Fait que c'est pour Oui, ça je que sais. je posais la question, c'est ça? On sera tous un petit peu chamboulés par cet échéancier. Parfait. Bon, ben là, je me rends compte que je n'avais pas arrêté mon partage. Mais bon, voyons. Voilà. Donc, pour l'amour de la fin, je vais arrêter de partager ma présentation. Je vais encore une fois vous dire merci d'avoir été là. Puis, j'ai bien hâte de lire vos projets. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci, Odile.